Bienvenue sur Fréquence Populaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer les notifications pour être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous en avez la possibilité, eh bien, faites-nous un don et vous pouvez le faire sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ali Babal de la chaîne YouTube Sagesse d'Islam. Ali Babal, c'est ton pseudo, évidemment, et on continuera à l'utiliser pendant tout l'entretien. Tu es un apostat de l'islam, tu es un des rares apostats en France à animer une chaîne à visage découvert, et je pense qu'on y reviendra plus tard pendant cet entretien. Pour le moment, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter comment et pourquoi est née ta chaîne ? Oui, bonjour, merci à République Souveraine de me recevoir. Je suis Ali Babal de la chaîne YouTube Sagesse d'Islam que j'ai créée il y a un an. Je lis les textes de loi islamiques, le Coran, j'analyse les prêches des imams et je débat avec des croyants pour normaliser la critique de l'islam en France. Je pense pas que je suis un des rares. Peut-être, je ne les ai pas comptés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, parfois à juste titre, de montrer leur visage, mais je pense aussi que c'est un outil important de communication. Quand il y en a trop peu qui montrent leur visage, ça met une cible sur le dos de ceux qui ne le montrent pas. Donc d'un côté, j'encourage les gens à faire le travail de critique de l'islam à visage découvert, mais de l'autre côté, je comprends aussi les conséquences que ça peut avoir. Si tu fais une critique à visage découvert de l'islam, tu peux avoir des conséquences sur ta vie familiale, sur tes amis, au travail même. On te menace, on t'intimide, et souvent les outils pour protéger une personne, surtout si la menace est grave, ne sont pas encore mis en place. Donc voilà, c'est une épée à double tranchant, mais moi personnellement, j'ai pris la décision de montrer mon visage. D'accord. Il y en a qui sont allés encore plus loin. Majidou Kacha, par exemple, donne également son identité. D'accord. Et donc, sur le pourquoi de créer une chaîne Ouais. spécialement dédiée à ce sujet ? Ouais. Moi, j'ai quitté l'islam il y a 10-15 ans maintenant. Et j'ai fait ma vie, j'ai tracé mon chemin. Et je pensais jamais revenir sur ce sujet, en fait. Mais avec le temps et en grandissant, je me suis rendu compte que sortir de l'islam, c'était un chemin très solitaire, très difficile. Et j'ai beaucoup perdu, j'ai souffert également. Pas autant que certains, mais j'ai réalisé que j'avais quelque chose que je pouvais rendre, que je pouvais d'abord accompagner certaines personnes à acquérir de la perspective pour se rendre compte que quitter l'islam, c'est pas la fin du monde, que tu peux vivre ta vie, que tu es ton propre individu. Et je voulais aider ces gens-là, notamment des gens de ma famille. Et du coup, je me suis intéressé qui d'autres critiquent déjà l'islam sur Internet. J'avais commencé par Majid Oukasha. Et j'ai commencé à trouver d'autres chaînes YouTube, notamment Koufr FM et Soleil Apostasie, qui est une chaîne qui a été archivée maintenant, mais qui avait beaucoup de témoignages poignants sur le sujet. Et en les écoutant, je me suis dit que je pourrais enrichir cette critique. Et comme je le disais, quand on est seul, on a une cible sur le dos. Justement, partager un peu ce risque, ce gâteau empoisonné, qu'on prenne tous une part jusqu'à que la quantité devienne homéopathique, voilà, qu'elle n'ait plus aucun effet. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. D'accord. Donc, vous avez créé cette chaîne donc, avec le besoin d'informer justement et d'aider tous ceux qui quittent l'islam. Donc, informer sur les textes aussi qui fondent l'islam. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée ton apostasie ? En ce qui me concerne, et je pense ce qui concerne beaucoup d'apostats, chacun a une expérience différente. Dans mon cas, et je pense beaucoup d'entre nous, on a un cheminement avec beaucoup de hauts et de bas. Et qu'on quitte l'islam ou pas d'ailleurs, ces hauts et ces bas, on les a tous, hein. Quand on est musulman, on appelle ça une baisse de foi. J'imagine d'autres religions ont ça aussi. Et du coup, j'ai eu ces baisses de foi et ces montées de foi. Et je pense que l'islam, comme toute secte qui se respecte, est très corrélé à l'amour. Donc, quand on a une baisse de foi, on se dit, je vais devenir meilleur musulman parce que j'aime ma mère, j'aime mes parents. Si je suis bon musulman, ils iront au paradis et que moi, j'irai au paradis. Et je pense que ça se joue vraiment là-dessus. C'est ça qui retient les gens dans l'islam et c'est ce qui m'a retenu pendant un très long moment. Et j'ai eu des périodes où j'étais pas très pratiquant et des périodes où j'étais extrêmement pratiquant et extrêmement assidu. Je ne serais pas surpris de dire que même après avoir apostasié, après 15 ans, j'ai sûrement fait plus de prières que beaucoup de congénères musulmans français. Voilà. Et donc dans cette pratique, et on a des moments de doute, et en fait ces moments de doute que j'ai eus, ils n'ont jamais été satisfaits.
on a l'impression d'entendre une histoire un peu absurde, notamment quand on est éduqué avec l'école de la République. On nous apprend à avoir un certain esprit critique, un recul. On nous apprend même à remettre en cause le professeur ou à poser des questions parfois. Mais islamiquement, ce n'est pas le cas. On ne remet pas en cause l'imam, on ne remet pas en cause l'autorité religieuse, on ne remet pas en cause ses parents, ses grands-parents. Quand ma grand-mère me raconte que Mohamed est monté sur un âne avec des ailes et qu'il est monté dans l'espace, tu ne peux pas lui dire comment ça marche. Tu peux pas, tu- Et c'est ce genre de choses qui créent des doutes. Moi, plusieurs chocs qui m'ont fait apostasier. L'un d'entre eux, j'habitais en face de la mosquée. Moi, je me suis installé en face de la mosquée pour aller faire toutes mes prières et tout. Et, euh, et pendant le mois du Ramadan, on a ce qu'on appelle les tarawih. C'est les prières supplémentaires le soir. Donc c'est après le jeûne, c'était en été, donc c'était vers 23 h minuit. Tu pries pendant 2 heures avec un groupe de gens assidus. Et pendant ces tarawih, l'imam a commencé à lire un chapitre sur l'enfer du Coran. Et vous voyez, une mosquée, on est collés côte à côte, les épaules contre épaules, pied contre pied, et il fait tard, on est un peu fatigué. Et en fait, l'imam commence à lire le chapitre sur l'enfer et il commence à sangloter. Et, euh, et quand il commence à sangloter, les autres personnes dans la mosquée sanglotent aussi. Et là, ils commencent tous à pleurer. Et cette transe un peu du groupe qui m'a un peu fait peur et qui m'a fait un choc, un électrochoc. Et, euh, et j'ai pas apostasié sur le coup. Mais je suis sorti de la mosquée, en fait, j'ai arrêté la prière et où est-ce que j'étais en fait? Et c'était un des chocs qui m'a. Je veux pas dire que c'est ça qui m'a fait sortir de l'islam, mais plein de chocs comme ça qui font qu'à un moment, on réalise qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, donc, d'ailleurs, cette anecdote que j'avais racontée a été reprise par beaucoup de musulmans sur TikTok et Internet en disant regardez un apostat shiny, donc assez rare, légendaire, qui a quitté l'islam pour une raison débile. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avoir cette remise en cause. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'est senti comme ça dans notre groupe? Mm. Tu as parlé de l'impossibilité de remettre en cause l'autorité religieuse dans l'islam, alors que dans l'éducation en France, à l'école, on apprend effectivement l'esprit critique, parfois même à poser justement des questions aux professeurs, parfois à le remettre en cause. Pourtant, euh, on a de plus en plus de cas qui sont rapportés d'élèves de confession musulmane qui vont remettre en cause les professeurs au nom de la religion. Pas dans un esprit d'un dialogue critique, mais parce que les notions abordées en classe, des notions scientifiques notamment, ne concordent pas avec ce que leur enseigne la religion. Comment tu vois ce phénomène et comment tu expliques qu'on peut remettre en cause la parole d'un professeur au nom d'une religion? Je pense que c'est. J'ai pas fait l'analyse du sujet et j'ai pas fait des statistiques, mais je peux parler de mon expérience personnelle. Je pense que c'est dû à l'endoctrinement. C'est-à-dire que depuis tout petit, on te dit l'imam a la science, l'imam sait et il ne se trompe jamais. Par contre, on m'a dit l'islam est parfait et il faut rien changer. Par contre, on m'a jamais dit le professeur à l'école est parfait, faut pas le remettre en cause, il faut rien changer. Donc c'est simplement, c'est normal. Mon père il disait souvent si tu lâches un objet, c'est normal qu'il tombe. C'est exceptionnel s'il reste suspendu en l'air. Et c'est la même chose. Si on t'apprend que l'islam ne doit pas être mis en cause et que le professeur peut être mis en cause, c'est normal que tu partes de ce principe. Et c'est exceptionnel si tu fais l'inverse. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'apostasier, parce qu'avec ce genre d'enseignement, tu en arrives à ce résultat. Donc, avec le christianisme, à contrario, on a pris l'habitude donc, de côtoyer une religion qui est aujourd'hui apaisée, évidemment. Sa critique et sa caricature nous sont devenues tellement naturelles qu'on ne s'en rend même plus compte, un peu comme l'air qu'on respire. Et même si aujourd'hui, quitter le christianisme peut rester douloureux au niveau familial, ça n'a plus de conséquences au niveau de la société. Alors, comme je disais que vous êtes un des rares apostats à vous exposer à visage découvert, peut-être pas autant comme vous le disiez. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de quitter l'islam et quels sont les dangers encourus par un apostat s'il quitte l'islam? Et toi-même, est-ce que tu as été menacé? Je ne connais pas bien le christianisme, donc je ne peux pas trop me prononcer sur comment ça a évolué, mais l'islam, je peux très bien expliquer. Il y a tous les musulmans que j'ai fréquentés dans ma vie connaissaient pas nécessairement beaucoup de passages du Coran par cœur. Alors que c'est une obligation, un peu une injonction.
Il y en a beaucoup qui ne faisaient pas leur prière, il y en a beaucoup qui ne savaient pas telle ou telle chose. Il y a plein de choses. Par contre, on savait tous que celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Donc, faire une opération chirurgicale qui sépare l'âme du corps. Voilà. Je ne sais pas si on peut le dire sur YouTube. Voilà, donc le traiter avec pragmatisme, une exécution. On le savait tous. C'est quelque chose qu'on sait, et j'ai l'impression que je le sais depuis tout petit. C'est comme si on me l'avait dit quand j'avais 4, 5 ans. Je ne me souviens pas exactement qu'on me l'ait dit, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette connaissance. Donc en islam, celui qui veut quitter l'islam est inquiété. Même si ce n'est pas appliqué, c'est l'enseignement qu'on vous donne. Et d'ailleurs, c'est appliqué. Dans beaucoup de pays islamiques, c'est appliqué, ou on souhaite le réappliquer. D'ailleurs, une petite anecdote rigolote, je cherchais les statistiques de l'Arabie Saoudite sur la peine de l'apostat, et ils ont exécuté 0 apostat en 2022. Par contre, ils ont exécuté 72 personnes pour sorcellerie. Alors ma petite théorie perso, c'est que comme ils se sont rendus compte que les exécutions d'apostats, ça passait pas, ils ont tout passé sous la statistique sorcellerie. Parce que bon, les gens, ils se disent pas, quoi, on exécute des gens pour sorcellerie en Arabie Saoudite? Ils comprennent pas en fait ce que ça veut dire. La sorcellerie en islam, est-ce que c'est la même notion que dans le christianisme Oui et non. Avec des pratiques magiques, on va dire para-religieuses La sorcellerie est une vérité en islam. Il y a des sorciers, il y a des gens qui ont des pouvoirs, on peut jeter le mauvais œil sur quelqu'un. D'ailleurs, c'est très facile d'ensorceler et d'être ensorcelé, c'est très difficile de s'en défendre. On a même des souras, des versets du Coran qui protègent contre la sorcellerie. On a 1 milliard de trucs dont il faut faire gaffe pour se protéger de la sorcellerie. Par exemple, il ne faut pas jeter ses ongles à la poubelle, quelqu'un de ta famille pourrait les récupérer et t'ensorceler. Un envieux t'a regardé avec envie, il t'a jeté le mauvais œil, par conséquent, il ne faut pas t'exposer aux yeux des envieux. La sorcellerie, en réalité, c'est vraiment un point à part. Un monde invisible aussi, le monde des djinns, qui est en permanence, les djinns nous regardent, il ne faut pas se mettre à poil dans son salon parce qu'il y a un djinn qui te regarde. Aux toilettes, il faut demander protection à Allah contre le regard des djinns. Il y a plein de choses en fait. Donc vraiment, ce monde de la sorcellerie et de l'invisible, c'est quelque chose. D'accord. Mais pareil, c'est interdit dans la loi islamique, le fiqh islamique, et je pense que c'est très sévèrement réprimandé au bon vouloir des autorités locales. D'accord. J'aimerais élargir le sujet si tu veux bien. Peut-être, j'ai pas répondu à la question, est-ce que moi j'ai été menacé? Oui. Très peu. Très peu. Heureusement, j'ai reçu 99% de messages de soutien et 1% de menaces. D'accord. C'est plutôt rassurant. Oui. De fait, pour ceux qui hésiteraient éventuellement à faire leur vidéo à visage découvert. Oui, d'abord c'est rassurant. Peut-être j'ai de la chance, je ne sais pas. J'en connais beaucoup qui disent qu'ils sont menacés régulièrement. Mais je pense que c'est rassurant pour dire que la grande majorité des Français, musulmans ou non, sont ouverts à la critique de l'islam. Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que le fait de pouvoir, donc pour toi, faire ta chaîne à visage découvert aurait été possible il y a encore 3, 4 ou 5 ans? Est-ce que tu penses que tu aurais reçu davantage de menaces? Je pense pas. Je pense même que j'en aurais reçu plus si j'étais pas à visage découvert. Mais c'est une petite théorie personnelle, hein, c'est impossible à vérifier. Mais moi, j'ai décidé de montrer mon visage parce que je déteste me soumettre. Donc, quand quelqu'un me dit « si on te trouve, on va te démonter », première chose, c'est « vas-y, teste ta chance ». Mais je déteste qu'on essaye de me dominer. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je veux inscrire comme une réalité que ce que je fais est juste et n'est pas critiquable. Enfin, si, on peut critiquer mes propos et tout, mais il n'y a aucun tort à critiquer la religion, à critiquer les idées des autres, à critiquer ce qu'on a subi soi-même. Hein. Je veux dire, on dit souvent, t'es pas concerné, t'as quitté l'islam, pourquoi tu critiques? Tout ce qui a un impact sur moi me concerne. En quittant l'islam, ça a un impact sur moi, vu qu'il y a des règles qui disent qu'il faut me pragmatiser. En quittant l'islam, ça a un impact sur moi, vu que la relation à ma famille est différente. On ne fait plus les prières ensemble. Ça ne m'intéresse pas de d'égorger un mouton le jour de l'Aïd. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas et qui ont un impact sur moi. Mes parents sont tristes parce que je vais aller en enfer et je vais faire torturer dans ma tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Ça me concerne. Ces idées saugrenues me concernent. Mes sœurs se voilent. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si vous permettez, sur le voile. Pourquoi les femmes se voilent? D'après les textes islamiques, le prophète Mohammed ne voulait pas que ces femmes se voilent. C'est son compagnon Omar qui disait « voile tes femmes », parce que le gars, il voulait vraiment que les femmes elles restent cachées à la maison. Ahmed a dit non. Et en fait, à l'époque, les femmes sortaient la nuit faire leurs besoins, et Omar les observait. Et donc, il a reconnu une des femmes du prophète, il l'a harcelée.
Saouda, c'est-à-dire noire. Et elle était grande et noire et penchée, et du coup il l'a reconnue. Et le lendemain, le prophète a dit, oui, Allah vient de me descendre un verset, il faut voiler nos femmes. Et du coup, Omar a été tout content, parce qu'en harcelant les femmes du prophète, il a réussi à obtenir une règle stupide, qui est de voiler les femmes. Voilà, D'accord. petit aparté. C'est intéressant aussi de savoir aussi la source de ce voilement qui, pour beaucoup, enfin, moi je me souviens, alors ça remonte à longtemps, mais où j'avais, à l'université, j'avais des camarades dans l'amphi musulmans qui me disaient non, non, le voile en islam n'est pas du tout obligatoire, c'est complètement anecdotique, et on voit bien que non, en fait. Enfin, en tout cas, maintenant, on voit que non, et c'est intéressant de comprendre qu'en fait, ce voile est inscrit vraiment dans les règles islamiques. D'ailleurs, c'est son origine, mais après cela, le voile est aussi utilisé pour faire la différence entre la femme libre et la femme esclave. La femme libre doit se voiler, la femme esclave n'a pas le droit de se voiler. Et donc, on a un récit où un compagnon voit une femme esclave voilée, il fait « Est-ce que tu essaies de ressembler à une femme libre ?» Et il la tabasse jusqu'à qu'elle enlève son voile. Donc, c'est vraiment pour faire une distinction sociale entre les femmes de vertu et les femmes qui ne valent pas grand-chose dans la société islamique. Voilà ce que les textes de l'islam disent au sujet du voile. D'accord. Donc, d'une façon générale, comment est-ce que tu expliques qu'il soit donc, si compliqué de critiquer une religion aujourd'hui dans un pays aussi profondément athée, agnostique, enfin, sans religion que la France. Je vais rappeler ici une étude de l'INSEE parue le 30 mars 2023 et qui indiquait que l'athéisme était désormais majoritaire dans le pays à 51% sur les personnes entre 18 et 59 ans. Voilà. Donc on avait 51% de gens qui se déclaraient sans religion. Donc comment est-il si difficile, avec une telle sociologie, de critiquer cette religion ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc là, ça va peut-être prendre un peu de temps. Le premier, c'est l'idée selon laquelle critiquer l'islam est raciste. Et cette idée même, je pense qu'elle est raciste. Parce que quand vous allez critiquer les scientologues, vous n'allez pas dire vous critiquez les Américains, je ne sais pas. Quand vous allez critiquer les témoins de Jéhovah, vous ne dites pas vous critiquez les Polonais. J'invente au pif. Donc pourquoi quand vous critiquez l'islam, vous dites vous critiquez les Marocains, les Algériens, les Syriens, les Arabes? La critique de l'idéologie n'est pas un acte raciste, puisqu'elle n'est pas dépendante de l'origine de la personne. Mais il y a eu cet amalgame entre la personne, son identité et sa religion. Et c'est ça qui amène à ce que les gens se disent « Oh non, si je critique ces idées-là, je suis en train de critiquer les personnes et donc en train d'être raciste. Je suis en train de critiquer les Noirs, je suis en train de critiquer les Nord-Africains, je suis en train de critiquer les Arabes. » C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ça, c'est la première chose, c'est cette illusion. Deuxième point sur lequel je pense qu'on ne parle pas assez, c'est très facile en France de critiquer l'islam. C'est très facile. Tu ouvres ta chaîne YouTube, tu critiques. Tu vas sur TikTok, tu critiques. Non, la France permet très facilement de critiquer l'islam. Mais cette critique, elle n'est pas bien reçue par le peuple français. Et là, j'aimerais... je ne sais pas si on appellera ça une attaque personnelle. J'aimerais vraiment mettre les musulmans face à leurs responsabilités, les musulmans qu'ils soient français ou non. Est-ce que vous ne vous respectez pas ? Quand on se respecte, on écoute une critique attentivement, on se demande si elle est légitime ou pas, et si elle est légitime, on la prend en compte, et si elle n'est pas légitime, on passe son chemin. Mais les musulmans, je pense qu'ils ne respectent pas assez leur propre intelligence. Ils n'écoutent pas la critique, souvent, et ne la prennent pas en compte. Et c'est mon opinion personnelle. Les musulmans que je connais, j'irai un peu plus loin. Quand on leur dit pourquoi ça s'est écrit, ils disent ne pose pas de questions. Mais ce n'est pas se respecter, ne pas se poser de questions. Quand on te dit pourquoi tu fais ça, je ne sais pas, je le fais. Mais ce n'est pas se respecter de faire quelque chose sans réfléchir. Et je pense que beaucoup de musulmans que j'ai fréquentés devraient se demander pourquoi je fais ce que je fais et d'où vient ce que je fais. C'est-à-dire que le message sur ma chaîne Sagesse d'Islam, c'est quasiment il est plus fort que celui des imams et des prédicateurs religieux. Moi, je dis à tous les musulmans, lisez vos textes, lisez le Coran, lisez la tradition prophétique. Comprenez d'où vient ce que vous faites. Les imams, ils disent pas ça. Ils disent, écoute-moi et je t'explique. Alors, moi, je demande aux musulmans, qui vous respecte ? Celui qui vous dit d'utiliser votre cerveau et de comprendre ce que vous faites, ou celui qui vous dit d'éteindre votre cerveau et de le suivre au doigt et à l'œil ? Donc, je demande
à tous mes compatriotes musulmans qui pensent que je suis intègre dans ma démarche, de se respecter et de se poser des questions. Alors, un autre fait qui est paradoxal, en fait, à ce qu'on vient d'évoquer, c'est la part croissante des 18-30 ans qui considèrent la laïcité non comme un principe émancipateur et libérateur, mais comme un principe raciste et tout particulièrement islamophobe, en oubliant peut-être volontairement que la loi, elle date de 1905, et qu'en 1905, on ne peut pas dire que l'islam était vraiment implanté en France. C'était même plutôt une loi dirigée frontalement envers le catholicisme. Donc, quel est votre regard par rapport à cette nouvelle génération pour le fait critiquer le fait que l'islam est islamophobe? Ouais, je pense qu'il y a 3 points de réponse là-dessus. Le premier, c'est dans une société islamique, musulmane, moi je viens du Moyen-Orient, il n'y a pas de critique de l'islam. Et il y a plusieurs outils pour ça. Le premier, c'est ce dont j'ai parlé, la peine capitale, la pragmatisation. Mais avant que ça arrive, un autre outil, c'est d'invisibiliser toute critique dans l'espace public. Et comment on fait ça? On diagnostique, on psychiatrise l'adversaire. On dit il est fou. On dit t'es kafir, t'es mécréant. Dès que tu dis à quelqu'un t'es mécréant, c'est une fin sociale. C'est fini. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne le respecte, et il a ce tag à vie, limite. Voilà, c'est terminé. En France, on ne peut pas dire à quelqu'un t'es mécréant. Parce que dans une société islamique, tu dis, je te dis t'es mécréante, c'est toi qui est invisibilisé. En France, je dis t'es mécréante, c'est moi qui est ridicule. Du coup, le terme mécréant ne passe plus. Du coup, on utilise le terme islamophobe. Le résultat est toujours le même si le mot a changé, c'est réduire au silence toute critique dans l'espace public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est normal que la jeunesse pense que la laïcité est raciste. Puisque de base, l'idée que les musulmans sont une race et que leur identité et leur religion est passée. Si cette idée passe, oui, effectivement, il est logique de penser que imposer la laïcité à cela est raciste. La laïcité n'est plus raciste si tout le monde comprend que l'islam n'est pas une identité. Que tu peux être arabe, tu peux être, je sais pas, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, de où tu veux, et tu peux être n'importe quelle religion. L'islam est une religion. Donc, c'est ce message que j'essaye de combattre depuis à peu près 1 an, parce que j'ai réalisé qu'il prenait vraiment de l'ampleur et que les musulmans étaient amalgamés avec leur religion, ce qui est, je pense, quelque chose de raciste d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on part du principe que parce qu'il est arabe, il est musulman. On va demander à quelqu'un qui a un visage typé comme moi, est-ce que tu fais le ramadan? Bon ramadan. Mais moi, j'ai pas envie d'être musulman, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous mettez une étiquette religieuse juste parce que vous avez vu ma tête? C'est raciste. Voilà un peu l'explication. Tu avais parlé de 3 points. Alors, j'avais dit invisibiliser dans l'espace public. Oui. On amalgame, c'est raciste. Oui. Et je fais toujours des listes, mais j'oublie le dernier point à chaque fois. C'est un super pouvoir. C'est pas grave. On va passer un peu sur le côté institutionnel, notamment sur les remparts que pourraient être la justice, l'école, etc. Et je vais donc passer la parole à Patrice pour ça. Merci. Je tiens tout d'abord à dire que je veux saluer ta démarche en tant que personne rebelle, personne qui ne se laisse pas intimider, et que je trouve qu'elle participe d'une émancipation sociale, politique, très importante dans la période et qu'on doit soutenir. Donc c'est la première chose que je tiens vraiment à dire. La deuxième, c'est que ici, on est un peu à République souveraine. Donc il y a une notion importante pour nous, c'est la République. C'est un cadre institutionnel qui a une longue histoire maintenant et qui, normalement, enfin si on est un peu optimiste, a un certain nombre d'armes, d'outils pour lutter contre toutes les formes d'obscurantisme. Il n'y a pas que l'islam radical, il y a beaucoup de formes d'obscurantisme. On a été confronté au christianisme radical. On peut être confronté aux démarches sectaires, aux démarches
qui affirme la suprématie d'une race. Ça n'a pas bien marché en France, hein. Le fascisme n'a pas beaucoup marché en France, mais parce qu'on doit à un certain nombre d'hommes politiques, depuis la Révolution française, de nous avoir outillés intellectuellement pour lutter. Alors, toi, ce que tu racontes, ça aurait tendance à nous faire penser que la République est démunie, qu'elle n'a pas beaucoup d'armes pour contrer cette forme d'intimidation communautaire. Alors, je voudrais t'interroger sur 2, 3 institutions qui ont fait leurs preuves et que tu me dis si, d'après toi, ces institutions peuvent être opérationnelles pour lutter. Alors, la première, qui est emblématique du combat laïque, c'est l'école. C'est normalement, Caroline sera d'accord, à l'école, elle l'a évoqué tout à l'heure, on construit un esprit critique. On construit avec des profs qui, normalement, ne doivent pas être gênés dans leur travail. Peut-être que je suis un peu optimiste là. On doit construire avec l'histoire, avec les sciences, avec les équations du second degré, avec l'histoire des animaux, des plantes. Enfin, on construit une représentation du monde qui va à l'encontre d'une démarche que tu décris, la démarche moralisatrice et un peu bêtifiante de certains discours. Alors, est-ce que tu vois, première question, dans l'école, un outil efficace pour lutter contre les intimidations communautaires que tu décris? Ouais, merci beaucoup. Alors, le premier point, c'est que je suis d'accord avec toi. Des hommes politiques nous ont outillés pour nous battre contre ces fascismes. Et je pense que c'est la même chose ici, sauf qu'on n'est juste pas assez outillés. Moi, je ne pense pas qu'un homme politique peut tout seul changer les choses, notamment quand il n'a pas été concerné directement. Quand vous voulez que Chirac ou Sarkozy ou Macron aillent adresser le problème de la culture islamique dans les foyers. Moi, je pense que c'est notre travail en tant que citoyen aussi de prendre le problème, de le nommer, de le clarifier et de faire changer les choses. C'est pour ça que j'ai commencé ça. C'est aussi pour rendre un peu à la France et faire avancer le débat public. Donc, je pense que c'est un travail qu'on doit tout faire. Et c'est pour ça que je fais ça, pour équiper les Français, musulmans ou non, avec des arguments, avec des faits, pour critiquer efficacement l'islam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, je ne pense pas que l'école, c'est un outil efficace. Je pense que c'est l'outil le plus efficace. Moi, je suis convaincu que l'éducation, ça donne la perspective, et la perspective, ça éloigne de l'obscurantisme. C'est ma conviction personnelle. Et j'en suis convaincu parce que je l'ai expérimenté moi-même. D'un passé assez extrémiste, grâce à l'école, grâce à mes enseignants, j'ai eu de la chance d'avoir d'excellents enseignants. Finalement, grâce à ce mélange de critique et de tolérance auquel on m'a confronté, j'étais équipé au moment où j'ai dû quitter l'islam, à quitter l'islam plus sereinement que si je l'avais fait sans cet esprit critique. Et je pense qu'à l'école, il y a plein de choses qu'on pourrait amener. Par exemple, l'école, déjà, c'est un espace de liberté. Au Moyen-Orient, une petite fille est voilée et très jeune. Elle peut être voilée à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Dès les premières règles, c'est sûr, mais on peut commencer à faire ça avant. Très jeune, elle s'isole des garçons. On les sépare, les hommes et les femmes, jamais ensemble. Un homme ne voit jamais les cheveux d'une femme qui n'est pas de sa famille. Jamais. Et juste le fait que cette règle ne s'applique pas à l'école fait que ces jeunes gens de confession musulmane ont déjà une perspective plus grande que s'ils avaient grandi dans un milieu purement islamique. Ça leur donne la perspective. À l'école, comme je disais, on apprend l'esprit critique, on apprend que l'autorité n'est pas nécessairement infaillible. Ça aide aussi ça, à se rendre compte. Ah, mais si l'autorité à l'école, elle n'est pas infaillible, peut-être l'autorité à la mosquée, elle n'est pas infaillible. Après, il y a 2-3 éléments que je pense qu'on pourrait rajouter à l'école, mais qui sont spécifiques quand même à l'endoctrinement religieux. Cette fois, je ne parle pas nécessairement de l'islam, même si mon combat, c'est l'islam. C'est apprendre aux enfants de la République qu'ils sont leurs propres individus, que leur vie leur appartient, que leur vie appartient pas à quelqu'un d'autre, qu'ils peuvent décider pour eux-mêmes et qu'ils ont plus de perspectives que ce que leur religion leur offre, nécessairement. Je ne sais pas pour d'autres cultes, j'imagine que c'est le cas, mais par exemple en islam, dans la culture musulmane, on va te dire non, il va falloir te marier avec une musulmane, dans mon cas. Déjà ça te fait un... Pourquoi ? Et puis il y a un certain racisme qui est mi-islamique, mi-culturel. On va me dire plutôt une musulmane de notre pays. Ah bah pourquoi ? Parce que là je suis à l'école, il y a des gens de 10 pays différents, de 10 religions différentes et des athées.
Pourquoi je dois me restreindre à 5% de la population? Et voilà, je pense que ça aide vraiment à gagner de la perspective à l'école, d'apprendre aux gens qu'ils sont vraiment un individu, qu'ils ont leurs droits, qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et dans ce cadre précis, peut-être un aspect qui est très important pour moi, c'est les mutilations corporelles. Dans le cadre du judaïsme et de l'islam, on pratique la circoncision. Or, moi je pense que ça va clairement contre l'idée d'un choix consenti sur son propre corps, notamment quand c'est un acte médical non nécessaire. Voilà deux, trois éléments. Merci de ta réponse. J'ai envie de t'embêter un petit peu sur, Tfaddal, je t'en prie. sur une idée qui est structurelle dans la pensée laïque, qui est une idée séparatiste. C'est-à-dire qu'on sépare la sphère privée de la sphère publique et quelque part, et c'est à mon avis souhaitable, on demande à la sphère publique de ne pas trop intervenir dans la sphère privée. Et toi, quand même, tu mets en évidence des notions qui relèvent des mentalités, qui relèvent de l'aspect subjectif au monde, comment se représente la loi, comment se représente l'histoire. Et est-ce que tu penses que la sphère publique doit intervenir dans les mentalités et doit modifier ce qui parfois relève de l'intime? Imaginons, je ne sais pas, une maman qui veut que sa fille soit élevée dans les préceptes musulmans stricts. Est-ce que quelque part, ce n'est pas son droit aussi? Tu vois, c'est ça, c'est la limite de l'action de la sphère publique. C'est très pertinent. Peut-être deux éléments là-dessus. Le premier, c'est que ma priorité personnelle, c'est le vivre ensemble. Et je pense que pour qu'on puisse vivre ensemble, tous les compromis sont bons. Donc, je rejette tout ce qui rejette le vivre ensemble, en premier lieu. Et par exemple, refuser que les femmes et les hommes se mélangent, ça va contre ce principe. Donc évidemment, tu as la liberté d'éduquer ton fils ou ta fille, comme on m'a éduqué, à ne jamais fréquenter des femmes. Évidemment, mais est-ce que c'est dans mon intérêt? Moi, je pense que ce n'était pas dans mon intérêt, comme on dit toute ma jeunesse, que les femmes sont des diables. Islamiquement, les femmes sont des diables. Le prophète Mohammed lui-même dit lorsque vous voyez une belle femme, vous avez en fait vu un diable, courez voir votre femme. Mais après, dans le hadith, il va culbuter sa femme parce qu'il a vu une belle femme dans la rue. Je pense que c'est une liberté, mais c'est de m'éduquer comme ça, mais je pense que c'est aussi mon droit, en tant que citoyen français, qu'on m'apprenne que ce n'est pas la seule perspective sur la vie. Et que les femmes, finalement, ce n'est pas vraiment des diables. Bon, après, vous pouvez me contredire, vous dire si, c'est un peu des diables quand même, après, c'est votre opinion personnelle. Mais donc, je pense qu'il faut amener... C'est pour ça que je pense que l'école qui est gérée dans l'espace public doit amener de la perspective. C'est surtout sur ça que j'insiste. Ouais, je suis d'accord. Et après, si à la fin, il décide quand même de suivre l'enseignement de sa mère, là, effectivement, je pense que l'espace public... que le gouvernement... Un contrepoids à la mentalité de la communauté, quoi. Voilà, c'est ça. Un exemple très concret, le voile. Quand... En France, une femme a le droit de porter un voile ou de ne pas porter de voile. Mais ce n'est pas le cas dans l'islam. Dans l'islam, une femme doit porter le voile et ne doit pas le retirer. Donc on arrive dans une situation où une jeune fille française de confession musulmane, tout le monde va lui dire « mets ton voile, sinon Allah il va te prendre par les cheveux en enfer. Mets ton voile, sinon tu es une fille de petite vertu. Mets ton voile, sinon tu es moche. Quand tu as ton voile, tu es plus belle. Si tu ne mets pas ton voile, tu es une mauvaise musulmane. Si tu mets... Il y a une pression communautaire. Mais l'État n'a aucune légitimité à dire « enlève ton voile ». Donc même si elle a les deux droits, il n'y en a qu'un seul qui pèse dans la balance, c'est la pression de le mettre. Comment on contrebalance ça? En donnant de la perspective à l'école. Encore une fois, c'est un concept très, très vague, oui, je comprends. Mais qui donne à cette personne la chance de s'émanciper si elle le souhaite. Encore que si je peux faire une petite nuance, c'est que l'autorité publique oblige une femme qui travaille dans la fonction publique, une institutrice, de ne pas avoir de voile. Il y a des endroits où l'autorité publique est stricte quand même. C'est des endroits limités qui concernent la sphère publique, bien sûr. Je pense qu'il y a une certaine nuance là-dessus, mais je pense que c'est un service rendu. Parce que je suis pour, évidemment. Parce qu'une femme qui ne veut pas porter le voile, mais qui a la pression familiale, peut l'utiliser comme excuse. À l'école, je ne peux pas le porter, c'est interdit. Ou à l'entreprise, je ne peux pas le porter. Donc je pense que cette excuse, on doit quand même la donner à ceux qui le souhaitent, mais c'est une balance. Vraiment, je ne pense pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution si c'est d'éduquer plus. Je pense que si plus de femmes savaient d'où vient le voile et ce qu'il signifie, elles seraient plus critiques à ce sujet.
Avant de redonner la parole à Caroline, je voudrais évoquer une institution aussi en France qui devrait contrecarrer l'intimidation, c'est la justice. On n'a pas le droit en France de menacer, d'intimider qui que ce soit, quelque citoyen que ce soit, pour ses convictions, ses pratiques religieuses. C'est même une idée forte de la loi de 1905. C'est que non seulement on peut croire à ce qu'on veut, mais on doit être protégé dans son culte ou dans son athéisme ou dans, je sais pas, on peut avoir toutes les croyances que l'on veut, on doit ne pas être intimidé par aucune instance que ce soit, et l'État a le devoir de protéger. Donc, il y a dans les bases juridiques françaises quand même de quoi protéger normalement les gens. Alors, je sais que c'est théorique, je sais que dans un réseau social ou dans la rue, c'est très difficile à faire valoir, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on peut quand même avoir des leviers par le biais juridique? Et je terminerai en évoquant l'affaire Samuel Paty. Tous les gens, collégiens y compris, qui ont été partie prenante de cette stigmatisation du prof qui a abouti au massacre que l'on sait, enfin au meurtre, ont été très sévèrement pris par la justice, avec des peines assez lourdes. Je ne les connais pas dans le détail, mais personne n'est passé à travers les mailles du filet. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une jurisprudence qui va s'installer pour dissuader les gens de faire ce genre de pratiques, quoi? Là aussi, je suis plus optimiste qu'on dirait. Je pense que la jurisprudence est déjà là. C'est pas ça le problème. De la même manière que même si on avait une jurisprudence, par exemple pour le viol sur les femmes, si toute la France dit oui mais c'est de sa faute, elle portait une jupe, la jurisprudence ne peut pas défendre plus que ça. Donc je pense que sur le cas de la critique de l'islam, moi je compterais sur nous pour multiplier cette critique de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus une seule cible en France, tellement de gens en critique, et surtout que les musulmans soient tellement confiants dans leur religion qu'ils accueillent la critique à bras ouverts. Déjà, ça c'est le premier point, parce qu'aujourd'hui la critique n'est pas bienvenue islamiquement. Seule la critique positive est invitée. On ne peut pas reprocher quelque chose islamiquement et les musulmans ne cherchent pas cette critique. Or, quand on veut renforcer une théorie, quand on veut renforcer une idée, on va chercher la critique pour confirmer qu'elle n'a pas de faille, mon idée. Et dans cette critique, il faudrait également que tous les musulmans de France soient plus soutiens de ceux qui critiquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça arrive de plus en plus quand même, mais dans des lives TikTok, quand quelqu'un nous menace, de plus en plus souvent, il y a un musulman qui monte et qui dit « cette personne a tort ». Et c'est intolérable qu'il se comporte comme ça. Et moi, ça me fait très plaisir. Ou récemment même, ça m'a fait très plaisir. J'expliquais pourquoi certains imams se foutaient de la gueule des musulmans. Et il y a un musulman qui est monté et qui a dit « oui, merci ». Je suis musulman, je crois en l'islam, mais c'est vrai, j'avais toujours eu l'impression que mon imam se moquait de moi quand il disait tel sujet. Et j'ai l'impression que j'étais le seul. Et c'est ça que j'essaie de faire, c'est de détruire un peu cette autorité religieuse dans l'espace public. Parce que la menace pour défendre l'honneur de l'islam est une autorité religieuse. C'est une autorité religieuse qui dit « celui qui critique Mohammed, celui qui critique l'islam, on s'en occupera par la violence s'il le faut ». Et cette autorité doit devenir ridicule dans l'espace public. C'est-à-dire que quand quelqu'un menace au nom de l'islam dans l'espace public, même les musulmans devraient se moquer de lui. C'est à ça que j'essaye d'aboutir. Il dit « mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu déconnes ». Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je parle de mon expérience propre. Il y en a qui encouragent ça. J'ai connu des musulmans qui, lorsqu'on a eu les attaques terroristes en France, j'ai connu personnellement, donc pas tous les musulmans de France, j'ai connu personnellement, quand on a eu les attaques du Bataclan, qui ont été contents. Les mécréants ont été punis. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être marginal, ce genre de réaction. Or, je l'ai rencontré un peu trop souvent. Et je pense que c'est ça le travail que je fais. Je pense qu'on est vraiment équipé en France, encore une fois, pour qu'on puisse s'exprimer librement, pour qu'on soit protégé par la loi, pour qu'on soit éduqué à l'école. Je pense que tous ces outils existent, donc je ne sais pas si on est désaccord. Moi, je suis d'accord. Mais nous, les citoyens, on doit les utiliser. Et si on ne les utilise pas, ils se perdent. Et il y a un exemple très concret de mon ami Jack Le Fou. En Algérie, il n'y avait pas de loi contre celui qui mangeait pendant le ramadan. Et à un moment, les gens mangeaient dans la rue pendant le ramadan et les gens les dénonçaient à la police. La police arrêtait le gars et le procureur disait « qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'a rien fait d'illégal ».
Et au fur et à mesure, comme il y avait de plus en plus de trucs comme ça, ben, à la fin, on a voté une loi pour punir celui qui mange pendant le ramadan dans la rue. Et maintenant, 20 ans plus tard, il y a une loi pour ça. Donc si on arrête d'utiliser une liberté, elle va s'user. C'est ça que dit Jack. Et j'aime beaucoup cet aspect. C'est pour ça que je critique à visage découvert. Parce que si j'arrête de critiquer à visage découvert, un jour, il se peut que ce soit interdit de critiquer à visage découvert. Si j'arrête de critiquer l'islam, un jour, il se peut que ce soit interdit de critiquer l'islam. Et ainsi de suite. Donc je veux user de ces libertés pour ne pas transmettre une dette aux générations futures. C'est un beau projet et on va justement continuer sur ce sujet de la critique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes qui se développent sur YouTube et également sur TikTok, qui proposent des débats, des lectures critiques des textes, des témoignages également, mais également des lectures, on va dire, parodiques et caricaturales de l'islam. Je pense notamment à la chaîne de Koufr FM. Et je me demandais si les apostats n'étaient pas aujourd'hui, en fait, le signe visible d'une lente mais inéluctable sécularisation, si on peut dire, de l'islam en France. Et est-ce qu'on peut imaginer d'ici 30-40 ans, je ne sais pas, une pratique de l'islam à peu près égale à celle du catholicisme aujourd'hui? Oui. Alors oui, non, peut-être un petit aparté là-dessus, c'est que on parle souvent de critique, mais moi-même, mon travail est très jeune. J'ai commencé en mai de l'an dernier. Et donc, je suis aussi ouvert à la critique de ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis n'a pas été mûri pendant des années et par plusieurs personnes, critiqué par des amis, par des gens qui pensent pareil ou qui pensent différemment. Donc aussi, notre travail est très jeune et s'améliore avec le temps. Donc, il se peut que j'ai des idées maintenant qui soient faibles ou peu praticables. Et je suis tout à fait ouvert à ça parce que mon objectif, finalement, c'est le vivre ensemble. Donc, si on peut changer ce que je pense pour qu'on puisse vivre ensemble de toute façon sereinement, ça me va. Deuxième point, c'est la petite blague, mais c'est pas vraiment une blague. On fait très peu de parodies de l'islam. C'est l'islam qui est parodique de lui-même. Quand on lit les textes, ils sont absolument ridicules, je vous l'assure. Par exemple, on a des textes qui nous disent que Mohammed marchait avec une seule babouche. Bon, que vous voulez que je fasse de ça? On a un texte qui dit Mohammed a fait caca en direction de la Mecque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? On ne fait pas des parodies, c'est le texte lui-même qui est ridicule. Et j'insiste vraiment, j'invite les musulmans qui nous écoutent à lire les textes. Ils sont tellement ridicules que les musulmans vont se poser des questions. Et ils vont se dire, est-ce que tout... admettons que Allah existe, que Mohammed est un prophète, est-ce que tout ce qui a été écrit est vraiment pertinent? Et est-ce que tout ce que nous pratiquons est vraiment pertinent? Et je pense que c'est ça le résultat auquel j'essaye d'aboutir. Et si les musulmans arrivent à ça, on pourrait dire que oui, c'est une sécularisation de l'islam. Parce que quand ils en arrivent là, ils arrivent à défaire les idées qu'on leur a transmises de leur propre personne. Ils peuvent être musulmans et critiquer certaines choses qu'on leur transmet, encore une fois, sous argument d'autorité religieuse. Non, tout est vrai parce que ça a été dit par cette autorité religieuse. Or, on a des autorités comme ça qui disent des choses bien, je ne sais pas, par exemple, aime ton Dieu et cherche la sérénité, et à côté, ils disent la terre est une baleine. Le même mec. Bah, peut-être le musulman, il peut se dire, bon, ok, j'aime Dieu et je suis gentil, mais la terre n'est pas une baleine. Aujourd'hui, c'est difficile. Parce que c'est la même personne et que c'est une autorité compacte qu'on ne peut pas remettre en cause. Et je pense que ça, ce sera la sécularisation. Quand les musulmans commenceront à se choquer de ce que l'autorité religieuse leur dit sans aucun contre-discours. Alors justement, on va faire un peu de politique maintenant. Tout ce que j'ai dit, c'était politique. Oui, tout à fait. Mais on est aussi un parti politique. On va dire un peu de la politique politicienne. Ouais. Voilà. On a aujourd'hui des blocs politiques qui fantasment sur les musulmans, qui les prennent comme un bloc compact, homogène, alors que ce soit pour en faire d'éternelles victimes, ou alors au contraire pour leur attribuer tous les maux du pays, donc l'extrême gauche et l'extrême droite. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour l'ensemble des formations politiques de considérer qu'un citoyen musulman, c'est d'abord un citoyen français, peu importe sa religion, et d'arrêter d'instrumentaliser comme ça les musulmans, parce qu'il n'y a pas les musulmans, il y a, je pense, autant de façons de pratiquer l'islam qu'il y a de musulmans et qu'on ne peut pas les considérer tous comme semblables. Et est-ce que l'universalisme, finalement,
ne peut pas être un moyen de refaire bloc autour de cette idée de nation commune. Universalisme aujourd'hui qui est attaqué justement par ces formations extrêmes. Ouais. Alors, encore une fois, 3 points. J'espère que je donnerai les 3. On en aura 2, c'est sûr. Ah, c'est sûr. 2,5. 2,5, allez. Le premier, c'est que quand j'ai commencé mon travail en mai, j'avais pas un objectif politique ou je savais même pas ce que je faisais. J'ai commencé par solidarité, parce que j'ai vu qu'il y a de la chaîne Soleil Apostasie, qu'il y avait des petits jeunes de 20, 18 ans qui souffraient de l'islam. Il y avait des mariages forcés au Maroc, il y avait des... Et je me suis dit, bah, moi, je m'en suis sorti à bon compte. Autant leur montrer qu'on peut déconner de l'islam pour passer outre. Voilà. C'est pas par l'humour, par le sourire, par la satire. Je voulais aider ces gens à passer ce cap plus facilement. Je disais, ah oui, c'est vraiment des conneries, je me sens mieux d'avoir laissé ça derrière moi. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur en fait. Là, j'ai 7000 abonnés, je m'attendais à avoir 100 abonnés, des petits vieux qui disent, oh, c'est rigolo, il lit le Coran. Mais en fait, il y a plein de monde qui écoute, il y a plein de gens à qui ça fait du bien, il y a plein de gens qui participent avec un esprit critique. Et donc, ça devient politique, nécessairement. Et c'est là où les idées commençaient à se former. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, il ne faut pas considérer les musulmans comme un bloc monolithique, ça c'est vrai. Moi, je les considère avant tout comme des humains. C'est pour ça que je ne dis pas des musulmans, j'essaie de dire des Français de confession musulmane. Est-ce qu'eux-mêmes se considèrent comme tels? Moi, j'ai eu affaire à des musulmans qui disent, je leur pose la question, ton avis sur ce sujet en tant qu'humain? Et ils me disaient, et c'est véridique, hein, c'est enregistré sur ma chaîne, je ne suis pas un humain, je suis un musulman. Donc de base, moi il y a une blague débile que j'aime beaucoup, c'est combien il faut de psychologues pour changer une ampoule. Ça n'a pas d'importance si l'ampoule ne veut pas changer elle-même. Voilà. C'est ma petite blague débile favorite. Il faut la... Oui, mais elle est assez parlante, je trouve. Hein, elle est assez c'est parlante. l'islam des Lumières, là. Justement. Voilà, c'est l'islam des Lumières. Donc si tous les petits musulmans c'est des ampoules, comment vous voulez les considérer comme des citoyens parentaires si eux-mêmes se considèrent d'abord comme musulmans? Donc ça doit venir de tous les bords. Il faut arrêter d'être raciste et de considérer qu'un tel est musulman d'abord. Et il faut que le musulman lui-même arrête de se dire je suis musulman, mais se considère comme son propre individu. C'est pour ça que j'avais parlé à l'école. Vraiment, je pense que cette notion de je suis moi-même, je m'appartiens est très importante. Parce que l'islam engraine le contraire. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à ta famille, tu appartiens à Allah, tu appartiens à Mohammed, tu appartiens à la tribu, tu appartiens au groupe islamique, à tout sauf à toi. Tu appartiens qu'à des entités composées. Tu n'es plus un membre à part entière. Et Mais Caroline, je peux rebondir là-dessus. Ah ben bien sûr, je t'en prie. Parce que là, j'ai évoqué en plaisantant l'islam des Lumières, mais on a eu un peu la conversation tout à l'heure avant de venir. J'ai pas eu mon troisième point, donc on l'oublie pas. Ah oui, non, tu le mets en réserve. Est-ce que c'est un concept qui est pertinent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a dans la communauté musulmane des gens qui sont sensibles à ton discours, qui sont sensibles à la démarche rationnelle, qui sont sensibles à la citoyenneté, qui ne veulent pas du tout procéder par menace ou par intimidation, et qui se réclament plutôt, alors est-ce qu'il faut mettre des guillemets, je ne sais pas, à un islam des Lumières, à un islam qui serait compatible avec la République, qui serait compatible avec la science, qui serait compatible avec la recherche scientifique, avec le Darwin, tu vois. Bien sûr, c'est évident qu'il y a des intellectuels dans le monde musulman. Alors tu vas me dire, ils sont un peu invisibilisés, mais est-ce qu'il n'y a pas un pari politique à les utiliser comme levier d'émancipation, ces gens-là, parce qu'ils connaissent à la fois, ils connaissent bien la religion, parce qu'ils sont des pratiquants, et qu'ils ont envie de vivre dans une atmosphère apaisée. Tu vois, ouais. Moi, je pense toujours que c'est un levier qui est insuffisamment utilisé. Oui, alors, moi, je suis assez optimiste et j'ai confiance en l'intelligence des peuples. Je considère que les musulmans sont plus intelligents que le crédit que veulent bien leur donner les autorités religieuses en général et les imams en particulier. Et je pense que c'est pour ça qu'on a c'est assez nuancé quand même, mais si peu d'extrémistes. Parce que tout à l'heure, on disait il y a autant d'islam que de musulmans, de pratiques de l'islam. Mais le problème, c'est que l'islam sunnite, il y a très peu de manières de l'enseigner. Les textes sont les mêmes pour tous, et la méthode d'enseignement est souvent la même pour tous. On rabâche le Coran, on apprend le Coran par cœur, on nous donne des faits. Rentre aux toilettes du pied gauche, sort du pied droit, récite 3 fois ceci, fais cela.
Quand tu as fait... On te culpabilise sur tes règles quand tu es une femme. C'est toujours les mêmes enseignements. Et à la fin, par exception, si on t'enseigne quelque chose, quand tu laisses tomber quelque chose, il tombe. Donc, s'ils ont tous ce même enseignement, c'est normal qu'ils deviennent tous musulmans. Et pourtant, on a une exception énorme qui fait que beaucoup de musulmans ne sont pas soumis à cet enseignement et s'émancipent. Et c'est ce qu'on voit en France, en fait. Beaucoup de musulmans ne souhaitent pas qu'on pratique les coups de fouet pour le fornicateur. Or, pourtant, c'est ce qu'on enseigne islamiquement. Beaucoup ne souhaitent pas... On connaît tous la punition pour le voleur de la main tranchée. Je veux dire, c'est aussi évident que la peine de l'apostat. Tout le monde la connaît. Pourtant, il y a beaucoup de musulmans en France, je pense et je l'espère, qui n'en veulent pas. Et ainsi, donc il y en a qui sont humanistes, il y en a qui sont émancipés, il y en a qui sont républicains. La majorité des musulmans sont bien intégrés. Mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas laisser cette intégration à la chance et à la bonté de la personne seulement. Il faut que l'enseignement même de l'islam soit repensé par les musulmans et qu'il y ait une remise en cause. Quand on a un extrémiste qui apparaît, il faut que les musulmans qui le souhaitent, hein, il faut que, c'est un gros mot, ils font ce qu'ils veulent. J'aimerais que les musulmans se mettent ensemble et se disent pourquoi notre enseignement, notre idéologie a mené un extrémiste dans notre mosquée. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que comment nos textes ont été mal compris? Et cette remise en cause, quand j'étais musulman, je ne la voyais pas. Et c'est une critique que j'apporte. Est-ce que vous remettez en cause pourquoi est-ce que notre culture, notre religion a produit quelqu'un comme ça? Et je ne pense pas que ça doit venir d'un intellectuel ou d'une sommité. Tout le monde peut faire ça. J'ai confiance en l'intelligence de mes concitoyens, musulmans ou pas. Et je pense que la première chose, c'est de gagner de la perspective, se rendre compte qu'on peut faire ça. Deuxièmement, de se rendre compte que ça sert de faire ça. Et troisièmement, de s'y mettre, de le faire. Et c'est pour ça que moi, je débat sur TikTok et que je lis tes textes un peu chiants et qu'on rigole. C'est pour que tout le monde se rende compte, c'est accessible à tout le monde et que c'est pas en fonction de sa religion ou de son âge ou de son sexe. Tu peux juste réfléchir. Voilà, et je pense vraiment que la réflexion est criminalisée en islam. Elle est criminalisée dans les textes mêmes. C'est-à-dire que dans la loi islamique, on va dire le lambda n'a pas besoin de se poser des questions. L'homme de science, on appelle ça un homme de science, hein, voilà, l'imam, le jurisconsulte, je ne sais pas quoi, ira faire comprendre aux musulmans qu'ils ne doivent pas réfléchir par eux-mêmes et qu'ils devraient consulter un homme de science. Et c'est écrit noir sur blanc dans les textes de loi. C'est-à-dire que ça encourage même à l'ignorance. Ça sacralise l'ignorance. Je ne sais pas et c'est bien. C'est mieux comme ça. Le Coran lui-même sacralise l'ignorance et dit musulmans, ne vous posez pas des questions si la réponse vous fâcherait. C'est écrit dans le Coran. C'est sacralisé. C'est-à-dire c'est mieux de ne pas se poser de questions que de se poser des questions. Évidemment qu'on ne va jamais progresser comme ça. Évidemment que les musulmans, s'ils prennent ça au pied de la lettre, ne progressent pas. Il faut au contraire sacraliser la connaissance, sacraliser la remise en question, sacraliser le progrès, sacraliser, je ne sais pas, tout ce qui est bien dans la vie, quoi. Tout sauf fermer les yeux. Ouais, j'espère que ça répond un peu. Oui, on pourrait même poursuivre, mais je laisse parler. Le troisième point sur l'universalisme, comme rempart justement à la division de la société et pour faire rempart aussi à ces extrêmes, gauche ou droite, qui eux poussent à la communautarisation de la société. Oui, je pense ça rentre encore une fois dans le cadre de est-ce que le musulman a sa propre identité. Quand j'étais musulman, on s'est tous dit bon, pour qui est-ce que je dois voter? On va aller à la mosquée pour écouter le prêche. C'était arrivé dans les élections, la première fois où il y avait Macron, et même celle où il y avait Hollande. Je me souviens de ces deux-là où j'étais majeur, et on ne s'est pas dit pour qui je vais voter, je vais lire son programme. On s'est dit, qu'est-ce que l'imam pense? Et c'est ça le problème, je pense. C'est qu'encore une fois, on n'est pas notre propre individu quand on est musulman. Si, évidemment qu'on l'est, mais on n'est pas éduqué à l'être. Donc, par défaut, si on nous éduque à nous soumettre à une autorité, on va se soumettre à une autorité. Mais quand on s'émancipe, on va se poser la question, est-ce que je suis à gauche, est-ce que je suis à droite? Donc, les musulmans, je pense que c'est une communauté diverse. Il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite. C'est raciste de les essentialiser à l'islam et donc de chercher un vote musulman. Bon, ça, c'est une petite crotte de nez pour les copains de gauche. Hein. Mais au final, je pense qu'on peut les traiter comme des citoyens comme tout le monde, intelligents, qui contribuent. Tous les musulmans que je connais personnellement sont des bons citoyens, mais qui manquent un peu de critique sur leurs idées, d'autocritique sur leurs idées, voilà. Et d'ouverture à cette critique.
tu dis souvent dans tes vidéos, mais d'autres apostats également, que tu ne te revendiques donc d'aucun parti. Pourtant, la liberté de conscience qui est liée donc, à l'apostasie, c'est une question qui transcende un peu tous les partis politiques finalement. Et donc, aujourd'hui, quel est le meilleur service, le meilleur soutien qu'un parti politique pourrait vous apporter? Oui, merci beaucoup. Peut-être quelques clarifications. Pourquoi je me dis d'aucun parti? C'est parce que je n'ai pas réfléchi à la question. C'est pas parce que j'ai décidé que mon mouvement serait apolitique. Je pense que de base, dès qu'on s'exprime contre une politique, on est politique. Moi, je m'exprime contre la politique islamique, par exemple, qui veut que toutes les femmes soient au foyer, qui veut que toutes les femmes soient voilées, qui veut que tous les hommes soient circoncis, qui veut que ceci, cela. Il y a une politique qui veut la charia. Donc, je me positionne contre elle et je pense que je suis politique. Voilà. C'est comme quand on fait de l'humanitaire, on a une politique qui consiste à dire que on refuse toute politique qui dit que certains groupes doivent vivre et d'autres pas. Voilà. Donc, j'ai une position politique. C'est juste, je ne me suis pas encore positionné politiquement parce que, comme je dis, c'est très récent que je me mets dans la politique. Et voilà. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire pour vous? C'est ça. Quel soutien, quel qu'il soit d'ailleurs. La première chose, c'est de la visibilité. Moi, je ne comprends pas les apostats qui disent « je ne vais pas parler à tel ou tel parti ». Pour une raison... Ils ont le droit, hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, je dis que je ne les comprends pas. Parce que moi, je pense que l'accès à l'eau propre et courante, c'est une politique, mais elle ne dépend pas d'un parti. Si l'extrême gauche ou l'extrême droite ou l'extrême centre en France étaient élus, j'attendrais d'eux qu'ils se battent pour l'accès à l'eau propre et courante pour tout le monde en France. Et je pense que le droit à la liberté de penser, le droit de quitter l'islam sans être inquiété, devrait concerner tous ces partis. Donc je pense que c'est un problème de société indépendant des politiques au pouvoir, qui devraient tous nous réunir. Je ne dis pas que ça nous réunit tous, je dis que ça devrait. De la même manière que l'eau devrait tous nous réunir. Je pense également que ça n'a pas été assez pris en compte. Je me souviens, Sarkozy qui parlait de faire signer une charte de l'islam de France, charte, oui. Aux imams, et il a été choqué par le nombre de refus. Il a reçu des refus en masse. Et dans la charte, par exemple, il refusait de condamner la peine de l'apostat. En France, hein. Et les gars, ils disent, mais comment ils ont dit non à ça? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Parce qu'en fait, c'est ça la puissance de l'islam. On ne peut rien remettre en cause. Donc on ne peut pas dire non, on arrête de condamner la peine de l'apostat. Le prophète l'a dit, ça reste comme ça. Et donc c'est ça qu'on doit briser. C'est pas à Sarkozy de le briser, c'est pas à Macron de le briser, c'est pas au futur président de le briser. C'est nous, citoyens, qui devons lui préparer le terrain quand même. Parce que si les imams ont refusé, est-ce que les musulmans se sont révoltés? On dit, qu'est-ce que vous faites? Il faut signer le papier là. Moi, je ne les ai pas entendus. J'étais musulman à l'époque. Hein. Moi-même, j'ai rien dit. Donc on n'a même pas cette perspective de remettre en cause l'imam ou quoi. Voilà un petit problème. J'ai répondu à la question? C'était pas la question? Des fois, je me... la question, c'était quel meilleur service donc, un parti politique pourrait vous apporter. Voilà, en fait. Donc j'étais parti là-dessus. Merci beaucoup. Et donc, il y en a qui me disent, va pas parler à tel ou tel parti. Ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont de... Je dis, non, le premier service que ces gens peuvent me rendre, c'est de la visibilité. Je me souviens, à un moment, il y avait une personnalité politique de droite qui avait fait de la pub pour les apostats, dont moi. Et du coup, j'ai retweeté et j'ai dit merci pour la pub. Parce que moi, c'est le premier objectif, c'est d'avoir la visibilité. Donc j'ai dit merci pour la pub. Et on me l'a reproché. On m'a dit pourquoi tu as dit merci? J'ai dit c'est quoi cette question? Je dis merci à qui je veux. En plus, le mec, je sais pas, il était pas fiché S, c'est pas un criminel, c'est... Bon, après, c'est quelqu'un qu'on apprécie pas. Moi, je le connais pas trop, mais je veux dire, je dis merci à qui je veux en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous avoue que moi... Je suis prêt à faire alliance avec n'importe quel parti politique français si ça peut améliorer le bien-être et le vivre ensemble. N'importe qui. La question, c'est pas qui vous êtes, c'est est-ce que vous atteignez mes objectifs? Mon objectif, c'est qu'on vive mieux ensemble et qu'on améliore le bien-être de nos citoyens. Il y a même des gens qui disent que vous êtes instrumentalisés. Mais je vous en prie, tout le monde l'a instrumentalisé mon discours. Vous me dites qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire. Mais je vous en prie, instrumentalisez mon discours. Moi, je dis tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux. Reprenez-le, s'il vous plaît. Je dis, on a le droit de quitter l'islam, pas seulement juste le droit d'être musulman, mais le droit de ne plus l'être en toute sérénité. S'il vous plaît, reprenez mon discours. Moi, je m'attends à ce que tout le monde, l'extrême droite et l'extrême gauche, reprenne ce discours. Je serais reconnaissant. Je ne comprends pas qu'on reproche ça. Après, non, on peut modifier mon discours.
Ça, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre mère. Mais on ne peut pas reprendre mon discours et l'instrumentaliser sans faire quelque chose de bien, je l'espère. Voilà un peu ma position. Donc, merci de me donner de la visibilité. C'est avec grand plaisir, en tout cas. Oui, une dernière intervention de ma part. Je voudrais avoir ton point de vue sur un champ très politique, là. Mais bon, peut-être que tu vas me dire que tu n'as pas encore intégré dans ta réflexion ces choses-là, mais je vois qu'il y a une convergence d'intérêts, une convergence malsaine d'intérêts entre une partie de l'islam politique communautariste et radical et une partie de l'ultralibéralisme en France. C'est-à-dire que les ultralibéraux, la classe dominante, à mon avis, a intérêt à ce que le corps social soit fracturé. C'est le fameux adage « diviser pour régner ». Et quand le jeune juif voue une haine mortelle aux jeunes musulmans, pour eux, c'est du pain béni, parce que ça les fait oublier tous les deux qu'ils sont probablement victimes d'une oppression économique qui nécessiterait qu'ils s'allient, justement, qu'ils soient alliés dans leurs revendications sur le plan salarial, sur le plan des conditions de vie, sur le plan de l'accès aux services, pas seulement l'eau potable, mais la santé, l'éducation, tu vois. Et est-ce que, dans ta réflexion, tu trouves pertinent cette analogie? Alors, tout à l'heure, tu vois, ça m'a fait tilt. Tu as dit... toutes ces autorités religieuses en fait entretiennent une forme de bêtise, une forme de soumission à des discours lénifiants, à des discours qui devraient même pousser au ridicule normalement. Et on a l'équivalent en économie. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a des grands experts, des grands imams de l'économie qui viennent nous expliquer que la concurrence de tous contre tous, c'est un bienfait pour l'humanité. Et puis on est tous à dire « Ah oui, il a raison ». Plus on fait mettre en concurrence les travailleurs dans les pays, mieux c'est pour l'économie. Donc on gobe des niaiseries qui sont un peu équivalentes des niaiseries religieuses. Il y a un économiste assez célèbre qui s'appelle Bernard Friot qui dit que la vraie laïcité devrait s'attaquer à la religion de l'économie. Bon, je ne reprends pas ça, mais est-ce qu'il ne croit pas qu'il y a un moment donné, ça a été analysé aussi pour sa façon dont la pensée néolibérale a participé à l'avènement de républiques islamiques, hein, que ce soit en Iran et ailleurs, en Égypte et autres. Il y a entre les multinationales et puis l'obscurantisme religieux, il y a une convergence d'intérêts objective. Est-ce que tu penses que tu pourrais creuser cette approche? Oui, je peux. D'abord, je voudrais dire que that's a big stretch, hein, ils disent en anglais, c'est-à-dire d'aller de ce sujet à ce sujet, ça va. Oui, mais c'est un grand écart. Mais je peux quand même parler dessus. Je pense que je vais sortir un peu de l'islam. C'est mon opinion personnelle et professionnelle ici. Mon opinion personnelle et professionnelle, c'est qu'il n'y a pas des faits, il n'y a que des circonstances. Donc, telle ou telle politique économique est pertinente sous telle ou telle circonstance. On ne peut pas avoir de vérité à ce sujet à grande échelle et c'est, je pense, impossible à contrôler. Et donc, quand quelqu'un dit ma proposition, que ce soit économique ou sociale ou de santé, est la bonne, il se trompe nécessairement. Il devrait dire est la bonne pour tel scénario ou pour telle circonstance. C'est mon opinion. Donc quand on dit il faut qu'il y ait de la compétition ou de la concurrence pour que ça serve l'économie, je dis non, dans quelles circonstances on est en train de vivre encore une fois, mon opinion personnelle, c'est que la créature la plus adaptée sur Terre, c'est l'être humain. Même des cafards, on n'en trouve pas au pôle Nord, par exemple. Des êtres humains, on en trouve. Donc on est très capable de s'adapter, mais parfois on se réfugie dans le confort. Et je pense que on devrait pas être comme ça. On devrait avoir une société plus souple, qui utilise le bon outil au bon moment. Et c'est compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est ça. Par exemple, le système de remboursement des soins, peut-être on pourrait le faire différemment selon l'économie ou selon la région. Peut-être un système comme Canton,
qui donne plus d'autonomie aux régions, comme la Suisse, serait peut-être plus pertinent. Mais je pense que la flexibilité, ce sera le futur. Et pour autant, en ayant un socle commun, des valeurs solides, où on avance ensemble. C'est un peu mon opinion sur le sujet. Je trouve ça très bête de quelqu'un qui dise non, ça c'est la meilleure solution. Dans ma vie professionnelle, j'ai jamais vu ça. C'est la meilleure, même à très grande échelle, hein, je fais des gros projets parfois, c'est la meilleure solution pour ce problème. Voilà un peu mon approche high level du sujet. Merci. Après, mon opinion personnelle, c'est que on a tous le droit et on devrait tous se battre pour que tous aient le droit à la dignité, au confort, à l'éducation, à la sécurité des biens et des personnes et des perspectives d'avenir. Tout ce qui sert cet objectif est pertinent. Et tout ce qui dessert ces objectifs, je vais me battre contre. Après, on peut me le reprocher. Et donc, je suis obligé de faire au cas par cas et d'écouter ces imams de la finance et dire s'ils sont pertinents ou pas. Mais je ne peux pas faire mieux. Moi, je dis aussi, je respecte beaucoup l'intelligence des gens et je respecte aussi beaucoup les limites des gens. Je ne pense pas qu'il y ait un seul être humain sur Terre qui tout seul peut avoir un avis pertinent. On n'a jamais un médecin qui sait. On a un comité scientifique qui sait. On n'a jamais Intelligence collective, c'est ça? Voilà. Ouais. On n'a jamais un mec qui sait tout seul. Et cette illusion, je pense, elle vient du fait qu'on avait des génies comme Einstein ou autres. Et on a cru qu'il a fait tout seul. Mais non, si vous faites un peu de physique, même les étudiants français, ils font de la physique, ils comprennent qu'Einstein, c'est pas sorti de sa tête. C'est la continuité de recherche de dizaines de générations qui sont abouties à lui qui a utilisé ces outils mathématiques et physiques intelligemment pour expliquer des phénomènes. Mais il n'a pas fait ça de A à B. Ce n'est pas un génie, c'est une connaissance collective, effectivement. Bon, voilà un peu mon opinion qui est hors islam sur le sujet. Je ne sais pas si ça fait du bruit quand je touche le micro, désolé les abonnés. Alors, pour finir, j'aimerais citer le tweet d'un autre apostat. Son compte sur X donc, se nomme Fares ex-muslim et illustrait bien la question de la récupération qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, voici ce qu'il a dit, ça date de quelques jours. Nous, apostats de l'islam, devons être la seule minorité opprimée en France, invisibilisée par la gauche. Minorité à qui on dit d'attendre que les gens soient moins pauvres pour être moins emmerdés. Et en attendant, souffrez en silence, sinon vous alimentez l'extrême droite. Moi, ce tweet, il m'a touchée parce que je l'ai trouvé un peu triste, peut-être même un peu désespéré. Est-ce que malgré tout, on peut rester optimiste sur l'avenir ? Moi, je suis optimiste. Hein. Alors, je dirais même pas optimiste sur l'avenir. Je pense que c'est pas pour insulter hein, les victimes d'attentats terroristes ou autres, mais je pense que ça se passe très bien par rapport à notre histoire. C'est-à-dire qu'on a quand même une histoire de 1400 ans où l'islam a fait beaucoup de victimes. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où il y a un vivre ensemble. C'est-à-dire les textes islamiques sont très clairs et les États islamiques, pendant des années, et même ceux qu'on connaît aujourd'hui, sont très clairs. Il n'y a pas de coexistence possible, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a rien de possible. Et là, on est en France, on a une société multiculturelle où beaucoup de gens de toutes confessions confondues et pas confessions peuvent vivre ensemble. Moi, je suis très, très optimiste pour l'avenir. Je pense que la connaissance humaine, elle a passé un seuil critique. C'est-à-dire qu'on a 99% de la population qui est éduquée. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu historiquement. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je suis très, très optimiste pour la suite. Et je pense que le seul reproche qu'on peut se faire, que je peux vous faire et que je peux me faire, c'est qu'on n'a pas assez enclenché, utilisé cette éducation au service de nos idéaux. Et c'est pour ça que moi, je m'exprime, pour utiliser l'intelligence de mes concitoyens, qui peut-être n'a pas été sollicité dans le cadre religieux, ou dans le cadre social, ou dans le cadre de leur coexistence. En tout cas, ici à République Souveraine, on essaie justement de stimuler l'intelligence des uns et des autres pour avancer et pour rester optimiste, justement. Merci beaucoup, Ali Babal, d'avoir accepté cet entretien. Peut-être deux petits points pour la fin pour moi. Tout à fait, j'allais vous donner la parole. parole. Il y a eu une situation, je voulais rajouter, moi une citation aussi, un point de vue individuel d'un ami qui s'appelle Apostat Kafir et qui m'a aussi motivé à faire ce travail. Il avait dit l'enfant que j'ai été n'est jamais devenu un adulte et l'adulte que je suis n'a jamais été un enfant. Et cette citation m'avait beaucoup marqué. J'ai l'impression que c'est exactement ça aussi que l'islam m'a fait. J'ai l'impression que l'enfant Ali Babal n'a jamais grandi
et que l'adulte aujourd'hui, il n'a pas eu d'enfance. Et c'est ça que je souhaite éviter aux autres. Donc pas seulement sur le groupe, on est récupéré de l'extrême droite, on est instrumentalisé, mais aussi le bien-être de chaque individu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, ceux qui vont mal sont des sacrifices acceptables. Et ça ne devrait pas être le cas. Je parle à des gens, par exemple, sur la circoncision, on a l'impression qu'ils disent oui, mais il y en a un parmi 1000 qui en souffrent. Est-ce que c'est un sacrifice acceptable? Je parle du voile des fillettes et des femmes. Oui, mais il y en a une sur 1000 qui n'est pas contente. Je repose la question, est-ce que c'est un sacrifice acceptable? Il y en a un sur 1000 qui décède pendant le pèlerinage à la Mecque à cause de la chaleur. On en avait 500. Cette année, on en a 500. Il y en a qui se font piétiner au pèlerinage. Est-ce que c'est des sacrifices acceptables? Tout ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice acceptable et je suis prêt à sacrifier le confort de beaucoup pour le minimum de dignité de quelques-uns. Et je pense que c'est ça la solidarité française. On le fait pour beaucoup de choses. Et on devrait le faire sur ce sujet aussi. Voilà, je voulais juste rajouter ce point. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite au mouvement des apostats de continuer à grandir, à toucher de plus en plus de monde. Pour finir aussi, j'aimerais nommer donc d'autres chaînes d'apostats qui ne sont absolument pas concurrentes, mais toutes complémentaires les unes des autres, parce que chacune a vraiment son style particulier. Alors, on y va. Ce sont des chaînes qui sont soit sur YouTube, d'autres sur TikTok. Donc, Koufre FM, on a déjà parlé, Amir Apostat, Tout d'Algérie, Les Filles de Lilith, Jack le Fou, Mihoub, Adelaxia, Nad DS Alat, Nas Soleil Apostasie, Un Irréductible Athée, le collectif Ex-Muse, Muse Ex-Muse, ATTV, le grand Majidou Kacha, évidemment, Deux Chaises Vides, Yakov l'Apostafeuge, et également, on va associer donc, à toutes ces chaînes l'association Droit au corps qui milite contre les mutilations donc, corporelles. Et on arrive donc à la fin de cette émission. Encore merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker, surtout partager pour faire connaître le sujet de l'apostasie tout autour de vous. N'hésitez pas à nous faire un don pour nous soutenir. Merci beaucoup. Au revoir.